Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve pour passer un petit moment ensemble, un petit peu en retard ce matin parce que on avait plein de choses à faire, c'était pas facile de se lancer et puis le temps qu'on consacre à la préparation de la matinale est souvent un petit peu avant, j'avais pas tout à fait fini donc j'avais envie de prendre un petit peu de temps pour caler les choses, ça c'est pour ceux qui regardent en direct, il est 8h20, ah là là, c'est beaucoup trop tard. On est très en retard. Très en retard. Il est Le 8h20. sentiment de mauvais élève. Non, pas du tout. Alors là, pour le coup, pas vraiment, parce qu'on a préparé plein de choses hier et forcément, ça passe avant aussi. Tu sais, quand j'étais instite, le rêve récurrent que je faisais, c'était il faut que je me lève et j'ouvre les yeux et mon réveil indique que l'heure de l'école est dépassée. C'était vraiment le truc terrible. Oui. Ah ben, ça m'est souvent arrivé aussi. Ce matin, nous avons quand même un joli petit programme. On va vous parler d'Altered. Pour ceux qui regardent, on va parler du temps des sorties sur ce jeu. Le terme m'échappe, mais le timing, puisqu'on a eu l'annonce de la prochaine extension. La programmation peut-être marche mieux. Ouais, enfin, il y a un terme, mais il ne me revient pas, c'est pas très grave. On va vous parler ensuite de l'IA chez les reviewers. On a trouvé des petits trucs qui sont rigolos. On va enchaîner avec les arrivages de jeux de société. C'est le sujet essentiel de cette matinale, les jeux de société qui sont arrivés ici au chalet, auxquels nous avons joué. On va vous en reparler un petit peu. C'est important, les jeux de société, dans une émission qui est consacrée à ça, quand même. Et puis, on terminera avec le coin BD. On vous avait annoncé à la rentrée qu'on en parlerait, et puis on ne l'avait pas encore fait. Donc, on va s'attarder un peu sur de la bande dessinée. On a plusieurs sujets à évoquer dans cette matinale-ci. Alors, on va commencer par l'actu d'Altered, petite actu. Alors je vous ai dit que ce jeu on allait le suivre régulièrement, alors comment ? Forcément dans les matinales plutôt, on en parle très très rapidement dans les actus ludiques avec Pénélope le jeudi, puis dans les matinales où on est juste les deux, ou alors celle où je suis tout seul, on fera de temps en temps des petits points sur l'actualité, et il y a plein de choses à raconter sur un angle, je vous rassure tout de suite pour ceux qui ne sont pas spécialistes, on restera sur cette chaîne sur un angle de vulgarisation, d'essayer de comprendre comment ça marche, qu'est-ce que ça entraîne ce genre de jeu, parce que pour moi c'est aussi une découverte. J'avais pas trop fait ni Magic, ni l'Orcana, ni tous les autres jeux de cartes à collectionner. Celui-ci, mais je pense que tu n'es pas le seul à entrer dans le jeu de cartes à collectionner par ce biais, celui-ci ou celui de l'Orcana ou celui de Star Wars. Puis c'est un peu fascinant parce que c'est un phénomène de société, Altered, non pas Altered, les TCG de manière générale, ce sont des phénomènes de société en ce moment, on sent que ça porte le monde du jeu. C'est difficile de tous les suivre avec compétence. Forcément, on est plus au point sur ce qu'on fait. Donc nous, on a choisi de vous parler de celui-ci en particulier, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait évoquer. Et je me suis dit il est possible qu'on en suive d'autres également. Hein. C'est dans les semaines, les mois qui viennent, puisqu'il y a d'autres sorties qui vont avoir lieu. Tu reçois des photos de salle de bain, Martin ? C'est vrai ? Oui. C'est qui ? C'est Brenda ? Oui. Je sais comment ça se fait qu'elle envoie des photos là maintenant. J'ouvre, c'est des photos de salle de bain. Ah bah oui, voilà, c'est la vie. Alors je brode parce que je suis en train aussi de préparer le site internet, j'étais pas tout à fait au point. Hop, voilà. Donc, on va se connecter sur le site pour vous montrer les images. Je m'étais dit que je le ferais en brodant. J'étais tellement à la bourre ce matin. L'épreuve du froid, donc ça c'est la nouvelle extension qui va sortir le 31 janvier 2025. Donc Altered est sorti le 13 septembre. Pour le grand public. Il y a eu une version en financement participatif, mais ça, à la limite, on s'en fiche parce qu'on va vite l'oublier, cette version-là, qui est sortie un petit peu avant, mais courant août. Et la première extension, l'épreuve du froid, arrive fin janvier. On voit qu'il y a 4 mois d'écart entre les deux, septembre, octobre, novembre, décembre. Un petit peu plus, hein, un peu plus de 4 mois et demi. C'est la première extension qui arrive avec de nouvelles cartes. Et ça va être le fonctionnement du jeu. C'est tous les 4 mois, grosso modo, un nouvel arc. De nouvelles cartes qui arrivent, de nouvelles mécaniques qui se greffent au jeu. Et est-ce que c'est pas trop tôt ? C'est une question que vous pouvez vous poser si vous n'êtes pas spécialiste de jeux de cartes à collectionner, ce que je ne suis pas non plus, et j'insiste à chaque fois là-dessus. Et je constate que non, pas forcément, puisque on voit que là, les joueurs ont appréhendé le jeu pendant un mois, grosso modo. Ça fait pratiquement un mois qu'il est sorti, donc ils appréhendent le jeu. Ils découvrent les fonctionnements, les cartes qui fonctionnent le mieux ensemble, donc ce qu'on appelle la méta, si je ne me trompe pas de terme. Au bout d'un moment, elle s'installe. Les joueurs savent qu'il y a des personnages qui ressortent un peu plus, peut-être, parce qu'il y a des héros dans Altered, des combos qui marchent un peu mieux. Et naturellement, au bout d'un certain temps, on a envie de renouveler de ça et de casser ce système-là pour pouvoir découvrir
de nouvelles façons de jouer. Donc 4 mois, c'est bien. Il y a cette phase d'installation à laquelle on vient d'assister. Ensuite, il y a la phase dans laquelle le jeu va tourner. Et derrière ça, on a cette sortie-là qui va renouveler un petit peu le jeu. Alors, on l'a décrit un peu. Est-ce que, c'est vraiment une question de novice, hein. Est-ce que ça n'apporte pas aussi un lore supplémentaire? Parce que je vois là sur le site que tu as commencé à raconter, à citer un bout d'histoire supplémentaire. Est-ce que, en plus d'apporter des nouvelles cartes, ça enrichit le monde qui a été créé dans Altered? Oui, alors c'est ça, c'est une des particularités de ce jeu, c'est qu'ils ont essayé de faire un monde, un lore, qui est riche et dans lequel on peut se plonger. On n'est pas obligé du tout, moi je ne l'ai pas trop fait. J'ai lu en diagonale ce qui se passe, mais je ne l'ai pas trop fait, à part le thème principal du jeu qui est sympathique. Pour le reste, c'est vrai que ça reste un jeu de cartes à combo, donc la plupart des gens survolent ça et ne s'y attardent pas, mais il y a un attachement à développer tout cet univers-là. Il y a une comparaison, comme c'est le cas à chaque fois, sur le nombre de Seigneurs des Anneaux qu'il faudra écrire pour réunir tous les écrits qu'ils ont fait sur les différentes cartes. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été développé sur lequel ils incitent. Il y a même, ils insistent sur les fan art, sur les gens qui continuent à travailler sur cet univers-là en tant que fans, pour essayer de les récompenser également. On a Acrius, je vais y arriver, Acriux qui nous dit il y aura un live sur le premier live d'Asmodée consacré à Altered d'aujourd'hui avec l'équipe d'Altered, je voulais insister dessus également. Effectivement, Asmodée relance leur chaîne Twitch et aujourd'hui vous allez pouvoir vous replonger dans cet univers-là mais avec ces acteurs. Donc ça va être assez chouette, hein. Ça c'est un live à ne pas louper et justement ça sera l'occasion de leur poser tout plein de questions. Nous on survole et eux rentreront évidemment beaucoup plus en détail puisqu'ils auront l'équipe pour pouvoir en parler. Donc là, on passe Mais on a un petit peu discuté avec des gens chez Asmodée pendant qu'on était à Essen. Ils nous ont parlé des futurs programmes de leur chaîne Asmodée Twitch. Et ça a l'air vraiment super. Oui. Donc là, bon, le lore, on va pas s'y attarder particulièrement, mais ça se passe dans le froid, visiblement. On voit qu'on a de nouvelles cartes qui se rajoutent. Je ne vais pas vous décrire ce qui est écrit là. On l'a mis sur le site qui accompagnera la rediff de cette matinale. Il y aura 5 nouvelles cartes aventure, donc ça c'est des cartes qu'on place entre les joueurs pour faire un petit chemin et on a envie de renouveler ça aussi, donc ça sera possible de les renouveler. Ces cartes là on va les retrouver dans nos boosters, donc ceux qui achètent un display auront une carte aventure tous les 5 boosters, ce qui normalement sur un display de 36 boosters devrait leur permettre de récupérer les 5, même s'ils en auront certaines en plusieurs. 12 héros qui étaient déjà présents, il y en avait 18 dans le jeu de base, seront présents dans cette extension. Donc ça, j'imagine peut-être avec d'autres pouvoirs, j'en sais rien, ça, j'ai pas les informations. 12 sur les 18. Et ça, c'était la première nouvelle. Donc là, dans les... Ouais, pardon. Oui. Je me permets de te couper, c'est fou parce que j'ai l'impression que toute la gamme chromatique a été revue dans les tomes froids pour coller à l'univers qui s'ajoute. Exactement, donc pour ces nouvelles cartes, forcément, il y aura des petits fonctionnements en plus, de nouvelles compétences qui vont arriver. Elles sont évoquées d'ailleurs sur le site d'Altered. On voit quelques cartes qui sont présentées déjà. Donc là, ils montrent des choses, forcément. Et pourtant, on a encore donc tout le mois d'octobre, novembre et décembre et janvier à attendre avant cette extension. Donc on a eu un message sur le chat de déjà une extension avec sur ce jeu alors que c'est très difficile de le trouver en boutique. Oui, ça c'est la rançon du succès, c'est pour un éditeur de jeux de cartes à collectionner. Là ils sont en train de préparer cette extension, donc les machines sont consacrées à ça, elles vont préparer les cartes pour essayer d'en avoir le bon nombre, ou ce qu'ils jugent être le bon nombre. C'est une estimation, pour un lancement c'est compliqué de faire l'estimation, là peut-être qu'ils seront un peu plus au point, j'espère pour eux. Forcément ils n'ont pas suffisamment tiré, on s'en rend compte aujourd'hui, de cartes pour la première vague du jeu. Bon, c'était difficile de faire cette estimation, il en manque, et c'est pas un choix de l'éditeur, faut pas leur taper sur les doigts, puisque évidemment ils ont envie d'en vendre le plus possible. S'il n'y en a pas assez, c'est plutôt un mauvais calcul, mais c'est propre à tous les TCG, c'est toujours comme ça. Là, au bout d'un moment, il n'y a plus suffisamment de cartes, et forcément on attend la suivante avec impatience. Bon, rançon du succès, rançon de la gloire. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui posent la question, on est en train de parler de l'extension d'Altered qui est prévue pour le 31 janvier et qui va s'appeler À l'épreuve du froid. On est en train de survoler l'extension d'Altered, on ne va pas rentrer dans les détails. Acrius nous dit que normalement c'est les mêmes héros qu'on va retrouver avec les mêmes pouvoirs. Ok, ça j'avais pas trouvé l'information, enfin j'avais pas cherché beaucoup non plus.
il y a eu au Parc des Expositions, on continue à survoler l'actualité d'Alterd, un tournoi organisé, donc l'Open Altherd, qui a réuni 1024. C'est assez amusant parce que quand on se connecte sur leur site, on voit qu'ils avaient au départ annoncé, je ne sais plus combien, 128 joueurs, puis 256, puis le 512, et après 1024. Ils ont progressé, et donc ils ont montré cette progression à travers des cartes d'Alterd qui vont jusqu'au rare, forcément. Donc énorme tournoi, avec un joli programme. On voit qu'il y avait des side events également, avec pas mal de monde. On a vu quelques photos sur Facebook, je ne sais pas toutes reprises, là j'en ai repris 2 sur le Facebook de Ludo Trotter, puisque c'est eux qui organisent ce tournoi. Ce sont des boutiques qui sont très centrées sur les TCG aussi, qui savent faire. Donc au Parc des Expositions, vous voyez le monde qu'il y avait. Une petite photo avec Régis Bonnecé également qui était présent. Là, je ne vais pas vous en parler particulièrement parce que je n'étais pas présent sur ce tournoi-là, mais c'est impressionnant de voir l'engouement visible avec de vraies personnes autour des tables et des personnes qui avaient construit leur deck. Donc là, ce sont les joueurs experts, ils sont forcément en avance par rapport à d'autres groupes de joueurs qui le seront moins, qui découvrent ensemble, qui prennent plus de temps à peaufiner leur deck, même si Board Game Arena accélère les choses, puisque c'est possible de jouer très rapidement et de voir ceux qui fonctionnent le mieux. Ce sont des decks experts, là, avec des cartes qui sont beaucoup plus fortes que les autres, puisque les joueurs ont réussi à les réunir, à analyser comme il convenait. Donc ceux-là, presque, ils sont prêts pour l'extension. Ils pourraient déjà se lancer dessus. Ils ont déjà fait le tour de ce que l'on pouvait faire, peut-être. Ils ont 3 mois à attendre, donc bon courage à eux. 4 mois. Jouer. Oui, bien sûr, ils vont jouer. Ils joueront peut-être aussi à d'autres jeux. Il y a de quoi faire en matière de TCG. Pour les autres, on prendra plus de temps à réussir à roder. Et pour moi, par exemple, qui ne fait pas trop de tournois pour l'instant, il va me falloir un petit peu plus de temps pour trouver les bonnes cartes, celles qui fonctionnent bien. Et puis surtout, moi, j'ai pas fait d'échange pour l'instant. J'en suis pas là. Donc je ne suis pas à échanger mes cartes avec les copains, mais ça sera l'étape suivante pour essayer d'avoir des decks qui sont relativement compétitifs. Insistons aussi sur le fait que c'est un mode de tournoi. Il y a d'autres façons de jouer, vous n'êtes pas obligé d'avoir le meilleur deck du monde en échangeant les cartes, en les achetant au prix fort, parce qu'il y a possibilité d'en acheter un petit peu partout sur les forums en attendant que la fonction existe sur l'appli. Vous aurez la possibilité de jouer également dans d'autres modes, le mode draft, en ouvrant des cartes, en les partageant. Nous, on va faire ça. Soit le mode draft, soit le mode scellé, dans lequel chaque joueur prend 7 boosters, les ouvre et découvre les cartes et essaie de composer le meilleur deck pour affronter les joueurs. C'est un mode de jeu qui est passionnant en lui-même. Sujet suivant, l'IA chez les reviewers. Alors là, c'est un entrefilé. Là aussi, je me suis demandé est-ce que c'est un sujet pour les actus ludiques ou pas. Je pense que ça n'en vaut pas la peine, donc on va le faire ce matin en matinale. Alors c'est une petite anecdote, mais je trouve ça rigolo, puis j'ai envie de l'évoquer avec vous, puisque on peut prendre un peu plus de temps pour discuter de ce genre de sujet. Sur Facebook, l'équipe de Super Meeple s'est étonnée d'un article étrange qui a popé sur l'un de leurs jeux, Pirates de Maracaibo. Un long article. Donc on est plutôt content quand on voit que l'un de nos jeux est traité de manière assez poussée avec un long article avec un sommaire au début de l'article qui présente le jeu, qui le compare à d'autres jeux de pirates, qui se termine sur un avis. Et seul problème, ils s'en sont vite rendus compte forcément, c'est pas le bon jeu, ça décrit pas la bonne boîte. C'est-à-dire que toute la phase de description de l'article n'est pas consacrée à Pirates de Maracaibo, c'est consacré à Maracaibo, le jeu d'origine qui date un petit peu maintenant, il y a quelques années, en décrivant le matériel, le plateau sur lequel vous allez vous installer dans Pirates de Maracaibo. Il y a Maracaibo dans le titre, d'accord, mais s'il n'y a pas de plateau, c'est des cartes qu'on pose sur la table pour composer les différentes îles sur lesquelles nos navires vont s'arrêter. On devine, en lisant l'article, à sa structure, qu'il ne s'agit pas d'un article rédigé entièrement par un humain. Il est rédigé très probablement en partie par un humain. J'imagine que la vie finale, c'est celui d'un humain. J'espère en tout cas, mais encore, je ne suis même pas sûr. Hein. C'est très probablement un article qui a été rédigé par une application, une AI, une intelligence artificielle. Et on commence à avoir les codes parce que maintenant... Tandis que là, tu vois, à la belle phrase avec une double répétition du mot structure... Elle n'est pas affichée, Aline. Ah, d'accord. Regarde, c'est là l'écran. Il n'y a pas de souci. Je fais exprès de ne pas l'afficher. Moi, je me suis mis un petit guide, mais c'est mon guide. Parce que ton guide est donc rédigé par toi, parce que tu as une belle répétition. Oui, d'accord. C'est terrible. Merci, c'est très gentil de me le signaler. Oui, vous ne voyez pas mes brouillons, mais ça c'est normal. Donc je vous montre cet article. Hop, en petit, on va le faire grossir un petit peu. C'est sur le site Ludiquement, donc très probablement il s'agit d'une intelligence artificielle qui a rédigé l'article.
Et en partie, on le voit aussi à la structure, on a des repères maintenant, tu vois, cette structure qu'on a, le sommaire avec tous les points 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, tous les différents points qui donnent l'impression que oh, on a bossé, hein, là on a l'impression de voir une présentation en entreprise, PowerPoint, avec tous les différents points. Oui, ils ont bien travaillé, c'est chouette, vous l'avez déjà vu sur d'autres blogs qu'on ne va pas citer, mais ça, c'est quand même un signe annonciateur. Il n'y a aucun intérêt à faire un menu comme ça au début. Enfin, moi, ça me paraît pas indispensable. Quand on rédige un article, il y a aussi le plaisir dans votre magazine. Quand vous ouvrez votre magazine, à la première page, vous n'avez pas la liste de tous les trucs qui rentrent dedans. C'est fait parce que ça peut être fait par une intelligence artificielle. Sinon, c'est un peu inutile et fastidieux de faire ce genre de choses, surtout avec des 2.2 qui sont très informatiques et pas du tout littéraires dans le développement. Vous avez donc cet article qui est rédigé très probablement par une intelligence artificielle. Je mets un petit peu de conditionnel, mais un petit peu de doute, mais bon, on est presque sûr. Et la question qui se pose derrière, c'est, donc le site s'appelle ludiquement celui-ci, à quoi ça sert ? Pourquoi les gens s'embêtent à faire ça ? Là, vous avez un site dans lequel vous allez avoir des articles qui sont rédigés avec des intelligences artificielles, et c'est pour ça que je vous en parlais avec vous, parce qu'en soi, on s'en fiche, autant les pointer du doigt, mais c'est bien d'évoquer le fait que ça existe aussi pour avoir conscience de la difficulté de ce que c'est que rédiger un article. On l'oublie un peu avec le temps. C'est pas simple, ça prend du temps. Nous, de temps en temps, on veut en faire, et puis on les décale. J'ai pas encore diffusé d'ailleurs l'article que je voulais faire sur les jeux du porte-monnaie. J'ai pas encore eu le temps de le faire parce que ça prend du temps, même rédiger 3 lignes, c'est pas un gros article que je veux faire, mais rédiger quelques lignes, c'est long, ça ne sort pas comme ça. Donc tout ça demande de l'analyse, demande forcément du recul, de la relecture. Là, quand tu citais le fait que sur mon brouillon, il y avait des erreurs parce que je ne l'ai pas relu, c'est un truc que j'ai fait ce matin très rapidement. Non, mais ça devient presque une marque d'artisanat. Oui, mais nous, quand on rédige un article, on le fait à deux. En général, tu écris des choses, je repasse derrière, je change les phrases, tu repasses derrière, tu refais une relecture. Ça prend du temps, tout ça. Et donc, ce site-là, c'est long. À quoi ça sert ? Pourquoi les gens font ça ? Pourquoi s'amusent-ils à essayer de remplir un site le plus rapidement possible ? Moi, je n'ai pas forcément la réponse. Je regarde ce que vous répondez, mais il y en a de plus en plus qui usent et abusent de l'IA. Alors, je ne suis pas en train de critiquer l'outil. L'outil, il peut être très intéressant et j'ai eu des discussions avec des copains qui utilisent de l'IA, notamment dans la rédaction de leur jeu de rôle ou pour avoir des idées, pour des univers, pour développer, pour les guider un petit peu, mais c'est de la même manière qu'on va utiliser des liens Google où on va faire des recherches sur Internet, c'est des recherches accélérées d'une certaine manière, ou organisées. Après, il faut réussir à s'en défaire pour ne pas être entièrement guidé par une intelligence artificielle, pour ne pas tomber dans ces excès absurdes. Mais là, ce que je suis en train de vous citer sur les usages de l'IA, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des usages qui ne remplace pas la démarche créative. Ici, on est sur quelque chose de différent. C'est un site qui va être entièrement construit pour essayer d'exister d'une certaine manière, d'occuper une place peut-être, de montrer que c'est possible de le faire sans trop travailler. Mais malgré tout, dans tout ce que l'on fait, et ce que l'on fait nous aussi, il y a l'aspect démarche. Et il y a l'idée aussi de se dire, je fais un contenu parce que c'est un itinéraire personnel, parce que j'ai eu la partie que j'ai faite, parce que j'ai envie de retranscrire ce que j'ai vécu, ce que j'ai eu comme émotion. Et l'IA ne va pas permettre tout ça. Donc c'est la démarche, moi, qui m'interroge. Ouais, c'est surprenant. C'est surprenant parce que tout le plaisir de créer ce genre de contenu, c'est justement de fournir sa propre réflexion. Donc c'est un truc que j'ai du mal à analyser parce que c'est pas quelque chose qui m'aurait parlé, tu vois. Mais c'est l'envie d'exister peut-être. Alors on a une phrase je suis très 20e siècle, nous dit Miroslav Dragan. Donc moi je suis peut-être même 19e, moi personnellement. On va lire ce qu'il nous a dit juste avant. Hier en webinaire, on nous expliquait qu'on a quitté l'ère du contenu pour l'ère de la vue. Je pense que c'est une partie de la réponse. Moi je le dis pas trop fermement, mais quand même je le ressens assez fort. Le truc vu, c'est donc ok, peu importe le contenu, et maintenant on en parle. Donc des curieux vont aller voir. Alors oui, non, là je suis pas sûr que vous allez vous passionner pour ce site. Je pense que ce site s'est grillé instantanément avec les retours qu'il y a autour. J'imagine que effectivement les vues sont importantes, et encore sur un blog, franchement, tu t'en orgueilles pas d'avoir des vues. C'est pas ça l'objectif. Là, c'est peut-être pour exister, pour avoir des passes dans les festivals, pour pouvoir demander des boîtes aux éditeurs en disant regarde, j'ai un site, on en est peut-être là. Et c'est un avantage pour nous maintenant, ça, parce que ça va nous permettre aussi de comparer les choses. C'est-à-dire pour les créateurs de contenu, pour les influenceurs, pour les journalistes. Et vous voyez qu'ici, je mets tout le monde dans le même paquet parce que là, on parle de 3 métiers, donc des gens qui travaillent
pour toutes ces personnes qui travaillent sérieusement, être comparé aussi et montré en regard des personnes qui ne travaillent pas vraiment ou qui utilisent des outils tout faits, ça permet aussi de montrer la différence. Donc ici, on voit très clairement que ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui, comme Miroslav Dragan, comme d'autres, vont réfléchir, construire, analyser et essayer d'avoir des contenus qui sont intelligents et intelligibles. Ça nous permet aussi de montrer que ce n'est pas la même chose. Ouais. Quelques jeux de société, donc on vous a dit qu'on vous en parlait plus en détail, donc on en a quelques-uns qui sont présents ici, on les a juste survolés hier, donc attardons-nous un tout petit peu de plus, on va pas en faire des tonnes parce que l'heure avance, alors ceci dit on a commencé en retard mais quand même. Happy Home, premier jeu qu'on a joué, celui-ci on l'a ramené sur le salon d'Essonne, alors on va le regarder, j'ai pas allumé la vidéo, c'est le moment où je grimpe sur la table. Eh oui. Comment je fais ça? Est-ce que j'ai oublié? Est-ce que je l'ai éteint hier? Ça, c'est la grande question. Parce que la vraie si, question, c'est est-ce qu'il si y a de la batterie? Ça vaut pas le coup de monter s'il n'y a pas de batterie. Hein. Ouais. Allez, on va essayer de faire ça. Qu'est-ce que je mets comme vue, du coup? Bah, j'ai pas d'autre écran, donc vous allez me voir monter sur la table. Hop. Cette vue du haut, est-ce qu'elle a de la batterie? Elle a l'air d'avoir de la batterie. Eh bien, c'est parfait. Hop, je vous montre. On a tout bien rangé dans un petit sachet, mais ça va briller, du coup. L'instant slip, mais non. Pourquoi? On a vu mon slip? Je suis désolé. Hein. Hop. On va regarder un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Alors, pour vous l'expliquer hyper rapidement. Nouveau jeu de Matthew Dunstan. Nouveau jeu de Brett Gilbert. J'adore ces deux auteurs qui ont fait Elysium, qui ont fait plein d'autres choses derrière. J'attends toujours une suite à Elysium. Moi, j'adorerais. Dans ce jeu-ci, on va remplir. T'allais l'annoncer peut-être? Vas-y. Non, je te donne la main, sinon il n'y a pas de souci. On va essayer de poser différentes pièces, différents meubles dans nos pièces. Vous avez votre petit appartement, c'est votre jolie maison. Vous avez envie d'avoir les plus belles pièces à l'intérieur, la voici. Je n'ai pas déballé tout le matériel parce qu'on va l'évoquer assez rapidement, mais vous aurez l'occasion de récupérer des pièces que vous allez pouvoir placer dans la pièce qui correspond. Vous voyez, le sol doit correspondre. Ça, c'est pour l'objectif de votre jeu. Vous avez un petit scoring derrière qui va dépendre des différents éléments qui sont sur chacune des pièces. Grosso modo, on essaye d'avoir tous les types de meubles, parce qu'on voit que ces meubles sont associés à des cartes, je vais vous en montrer une. Hop. Et que pour chaque pièce, il y a différents types de meubles. Par exemple, pour le living room, il va falloir avoir des canapés, une table, une télé, ce type d'équipement. Et on essaye d'avoir les trois équipements pour marquer un maximum de points. Il y a aussi des petites icônes sur les tuiles. Ces petites icônes vont correspondre à des couleurs. On essaye d'avoir des couleurs dans chaque pièce, des couleurs différentes dans chaque pièce. Ça, c'est pour les objectifs de base. Vous allez en plus avoir d'autres petits scorings sur lesquels je ne vais pas m'attarder, mais également un scoring spécifique à chaque partie. On a des cartes, on va en tirer une, et on va se baser là-dessus. Une carte objectif qui est propre à la partie qui est tirée, et les objectifs sont marqués sur le plateau. Donc en fait, c'est quand même hyper lisible, ça. Ouais. On a Rachel qui nous dit l'édition est bâclée, on oublie les contraintes. Ça, c'est la première critique que je vais faire. Je suis entièrement d'accord. C'est pas une très très belle édition. C'est pas très beau. Vous voyez le matériel, la vue du haut. Bon, ça à la limite, les goûts et les couleurs, les graphismes et les pays, vous savez, ça change en fonction des pays. Mais on n'a pas un plaisir incroyable à sortir le matos sur la table. Applejack était pas très beau non plus, mais je suis passé outre parce que le jeu était très bon derrière. Là ici, bon, c'est pas super beau, mais vous voyez ces toutes petites icônes là, c'est difficile de jouer en partie en se concentrant sur ces icônes. Nous, on les a surtout regardées au scoring final. J'ai essayé de me concentrer sur tous les éléments, mais c'est voilà. Parce que toi, t'étais à fond dessus. J'étais à fond et j'ai réussi. Alors, j'ai pas ce sentiment là, moi. Ouais. Ensuite, on n'a pas parlé de la mécanique. Cette mécanique-là, elle est assez simple. On a un plateau central, je ne sais plus. Non, c'est ça le plateau central. Vous avez un petit plateau comme ça, hop, en 3 parties qu'on va dérouler. Et autour de ces 3 parties, on va avoir les différentes cartes que l'on va pouvoir récupérer. Il y a un système à la patchwork, où en fait c'est... patchwork, oui. Par exemple, hein, parce qu'on est sur des polyomino, donc la comparaison... Moteur, donc, oui. Et on joue toujours en premier si on est celui qui est le plus loin sur la piste de score. Je vais dire Tokaido, parce que souvent on le compare à Tokaido, ce système-là. Pas sur la piste de score, mais sur la piste avancée. C'est pas Tokaido le premier jeu qui a ce système dans lequel le joueur le moins avancé joue toujours en premier, quitte à jouer plusieurs fois pour redevenir le plus avancé. C'est le cas dans Patchwork, c'est le cas dans Tokaido. De mémoire, mais les grands experts en jeux de société me corrigeront peut-être, c'était le cas dans le jeu Theb,
qui date vraiment beaucoup maintenant et dont on parle plus jamais, mais de mémoire, c'est l'un des premiers jeux qui l'a utilisé. Donc une rivière de cartes que l'on va récupérer et qui va nous permettre de construire ça. C'est pas hyper original, mais c'est très efficace. C'est un système que j'aime plutôt bien. Et ce qui va sortir en français, nous demande-t-on? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Alors, on vous a expliqué rapidement ce jeu. La raison pour laquelle on l'a pris, c'est les auteurs, c'est les formes, les polyomino, forcément on est attiré par ça. Est-ce que c'est un jeu qu'on conseille, Aline? Alors je sais pas si c'est le jeu de ce type de jeu qui m'a le plus plu, mais j'ai trouvé ça super plaisant. En fait, moi, j'ai pas de remarques particulières à faire sur l'édition, j'ai été gênée par rien. Le seul petit bémol, c'est que j'ai trouvé le scoring était un peu long à revenir sur chaque étape des différents points que tu récupères. Ça, c'est un peu long. Et du coup, t'as envie de savoir plus vite que ça si t'as gagné ou pas. Mais c'est tout, quoi. J'ai trouvé ça vraiment plaisant. Ouais. Après, je m'extasie pas non plus sur les illustrations, par exemple, tu vois. Oui. On a David qui nous dit qu'Olympos avait ce système-là aussi, qui est sorti après Thèbes. Hein. Olympos, quand il est sorti, on disait « Ah bah oui, c'est un jeu à la Thèbes ». C'est pour ça que je retiens Thèbes comme le premier ayant eu ce système, mais c'est peut-être pas le premier. Difficile de savoir quel jeu est précurseur. Souvent, on dit que Dominion a amené le deck building, c'était pas le premier à amener cette mécanique-là. Ou que Seven Wonders a amené le draft, c'était pas le premier. Il y en avait plusieurs. Il y avait beaucoup des jeux qui utilisaient le draft avant, mais ce sont ceux qui ont vulgarisé et qui ont rendu très populaire une mécanique. Voilà, pour celui-ci, moi je suis pas hyper convaincu. Hein. Je trouve que c'est mignon. J'ai bien aimé y jouer, je rejouerai sans doute. Mais alors c'est difficilement lisible, moi je trouve, en termes de lisibilité. Et ça fait partie de mon plaisir de jeu aussi, d'avoir d'un coup d'œil tous les éléments en tête. Je trouve ça. Je suis pas déçu de l'avoir acheté. Ça m'est pas gêné, pas du tout. Bah, c'est pas une question que ça gêne, c'est une question de... On est dans la comparaison, de toute façon, dans les jeux de société, on a tellement de sorties que naturellement, on va comparer par rapport à ceux qui nous marquent le plus. Il y a des jeux qu'on va ressortir en boucle, je ne ressens pas ça sur celui-ci. Après, bon, je suis content de l'avoir pris et de l'avoir pris à Essen, parce que je suis pas certain qu'il y ait une édition française un jour, mais ça sera pas mon jeu de chevet. Ça se dit, ça? Oui, ça se dit. Ouais, ça se dit. Dire souvent, on joue dans le lit. Ouais. Voilà. Les polyomino, c'est la vie. Eh oui, bah, moi je suis un peu parti sur les polyomino sur Essen. Ce sont les jeux qu'on a essayé de prendre en priorité. On enchaîne avec Portals. On vous a dit hier que ce jeu-ci, on y avait joué également. On n'a pas eu beaucoup de temps de jouer, puis hier on s'est mis au boulot. Hein. Quand on est rentré, on n'a pas enchaîné avec du jeu de société en boucle. Ah non, perso, j'ai enchaîné avec un gros montage. Voilà, on monte. Portals. Comment on le dit, Portals. C'est un jeu de Rosenberg, donc forcément, il fallait qu'on ramène un jeu de Rosenberg. On va insister sur le graphisme qui n'est pas très élégant non plus. Je pense que là, on est en Allemagne en même temps. Un cran en dessous, hein, quand même. Si on ramène que des beaux jeux de l'Allemagne, c'est qu'on n'a pas été en Allemagne. Ah oui, non, c'est assez laid, franchement. La couverture, la composition de la couverture est catastrophique, il n'y a pas grand-chose, les couleurs sont pas terribles non plus. J'ai envie de te dire, déjà, Happy Home, je trouve pas ça magnifique, mais alors Portals, c'est un... Ouais. Non, c'est pas très très beau, mais on n'est pas là non plus systématiquement pour juger les jeux à leur graphisme, sinon ça vous pouvez le voir aussi, hein, vous le voyez de vous-même. On peut dire qu'on n'est pas fan, et puis après c'est à vous de voir si c'est bloquant ou pas. Je suis en train de chercher l'illustrateur pour voir si c'est même écrit, parce que je le vois pas. Je le vois pas mentionné. C'est fou. C'est possible ça de faire un jeu puis de pas marquer le nom de l'illustrateur nulle part. C'est marqué autour de la boîte, visiblement. Il y a les noms des auteurs, vous savez, à l'intérieur de la boîte. Voilà, c'est Vincent Modler, l'illustrateur. J'espère qu'il ne regarde pas cette émission, parce qu'on n'a pas dit que du bien de son jeu, et on n'aime pas que les gens soient tristes après avoir regardé nos émissions. Si on jugeait les jeux rien qu'au graphisme, je ne jouerais jamais au jeu de Freeman Friese, nous dit Miroslav Dragan. Mais oui, non, mais il y a plein de jeux dont je ne suis pas fan des graphismes, mais auxquels on joue quand même. Là, il faut reconnaître que, je ne sais pas si c'est que l'illustrateur, parce que l'illustrateur, il sait dessiner. Il y a aussi une direction artistique qui n'est pas terrible. Ouais, ils aiment le marron, quoi. Ah bah oui, regardez les plateaux individuels. Donc, dans ce jeu, nous allons composer. Et là, si vous êtes amateur de Rosenberg... Ah, c'est pour ça que j'ai dit c'est le même auteur, mais sur Happy Home, j'ai dit c'est le même auteur que Patchwork. Pas du tout. Rosenberg, c'est Patchwork. Happy Home, c'est Matthew Johnson. Je me suis senti bête quand tu as dit ça, et du coup, j'ai rien osé dire. Ah, mais il faut oser dire. Je suis en train de confondre les deux jeux. C'est tout simplement, je mets tout le monde sur le même jeu. Dans celui-ci, vous allez composer
un petit, je sais pas trop quoi moi, une sorte de patchwork, ouais justement, mais attention, c'est un jeu patchwork. Vous allez composer un assemblage. Les mots qui me viennent ne correspondent pas à un tableau, j'allais dire, mais non, c'est pas un tableau puisque c'est pas des cartes. Ici, nous avons des hexagones, des tuiles hexagonales. En fait, vous allez faire un tuilage, mais c'est pas tellement un terme. C'est pas tellement un terme de jeu de société, tuilage, j'imagine. C'est plutôt un terme pour le carrelage. Ouais. Et donc on va poser les tuiles les unes à côté des autres pour pouvoir avoir des éléments. Et on est vraiment là dans la catégorie de jeux de type d'Applejack. Rosenberg fait toujours un jeu comme ça chaque année. Il y a eu Nova Luna, il y a eu Applejack, il y a eu Patchwork d'une certaine manière. Et là, ici, c'est son nouveau jeu dans lequel on va essayer d'avoir des éléments. Et vous allez voir qu'il y a des points communs avec Nova Luna, puisque au début du jeu, vous avez des jetons à votre couleur posés devant vous. Et ces jetons, vous allez devoir vous en débarrasser. Dès que vous vous êtes débarrassé de tous les jetons, vous remportez immédiatement la partie. C'est le but. On n'a pas réussi, nous, à se débarrasser de tous nos jetons. On n'a pas encore été suffisamment efficace. Parce que je pense qu'il y a une profondeur de réflexion dans le jeu Portal, ce qui est beaucoup plus grande que dans le jeu Happy Home. Oui. Et donc, la première partie te permet pas d'avoir... Très efficace, la première partie, elle te montre un peu à quoi tu vas jouer dans les parties suivantes. C'est le sentiment que j'ai eu, moi. Oui. Tu te dis, ah oui, ça, vraiment, c'était bien mieux de l'optimiser. Je l'ai pas réussi ce coup-ci, mais la prochaine fois... Et c'est ce qui, perso, je spoil un peu, mais c'est ce qui me donne fortement envie d'y rejouer. Oui, j'ai envie d'y rejouer aussi. Alors, nous avons un plateau central sur lequel nous avons des tuiles ici qui sont disposées. Je vous montre un peu le plateau central et on revient après sur les objectifs que vous avez à faire. Je vous évoque ça très rapidement, n'ayez pas peur pour ceux qui regardent, qui écoutent la matinale et qui se disent « Oh là là, il est en train d'expliquer, moi je ne regarde pas, je suis en train de prendre ma douche, je ne vais rien comprendre. » C'est pas grave, j'évoque ça super vite, c'est pas une explication détaillée des règles. Mais sur votre plateau central, vous avez 9 tuiles qui sont disposées en 3x3. Un petit personnage qui va tourner autour d'une case à chaque tour, et quand c'est votre tour, vous retournez toutes les tuiles qui sont en face du personnage. C'est des tas, les tuiles. Là, j'en ai mis qu'une à chaque fois, mais c'est des petits tas de tuiles. Vous retournez toutes celles qui sont en face, et vous allez pouvoir en choisir une que vous rajoutez à votre composition. Ça, c'est pour la mécanique centrale. C'est aussi simple que ça. Ça s'explique en 2 minutes. Et on va essayer, dès que le plateau, une ligne est entièrement vide, la fin de partie peut être déclenchée. L'autre façon de déclencher la fin de partie, c'est si on a posé tous ces jetons. Et ensuite, à vous de composer le parterre de tuiles le plus efficace, le pavage le plus efficace. Alors, comment on fait ? Vous voyez qu'au centre de vos tuiles, vous avez une couleur. Ici, on a une petite lune violette. Et bien, pour pouvoir poser un élément sur cette petite lune violette, il faut que cette tuile soit en contact avec des zones violettes d'au moins 4 éléments. Donc ici, il y en a un. Si j'en pose un deuxième ici, ça fait une zone qui n'est pas en contact d'ailleurs. Il faut bien la mettre en contact avec cette tuile-là. Il en faudrait 2 autres pour pouvoir placer la tuile au milieu, soit de ce côté-ci, soit de l'autre côté, en contact directement avec la tuile. Ça, c'est une des façons qu'on a de poser nos éléments. Donc ça va être casse-tête parce que vous voyez que la couleur centrale ne correspond pas à celles qui sont autour. Donc on va essayer d'avoir le pavage le plus efficace pour que ça fonctionne bien. On a une autre façon de dépenser nos petits éléments, c'est si on arrive à faire nos sorts. Alors il y a toute une thématique qui ne sert à rien qui est racontée dans le jeu, mais le but cette fois-ci c'est de faire des zones de 6 éléments ou alors d'enfermer des zones. Je ne rentre pas plus dans les détails. Voilà pour le système, vous avez compris que c'est un casse-tête visuel, c'est un puzzle game, chacun fait son petit puzzle juste devant lui. J'ai trouvé ça plutôt efficace. Le fait que ça soit moche, moi, me conforte. Non, ça me coupe un petit peu l'envie. Là, on est vraiment dans le trop moche. C'est que clairement, quand tu vois le jeu, tu te dis ouais, j'ai bien aimé la sensation, mais qu'est-ce que c'est moche. Ouais, exactement. Moi, j'aime d'habitude que les jeux soient un peu narratifs, qu'il y ait un lore qui m'intéresse et qui me permette une immersion dans le jeu. Là, il y a tout un truc qui est construit, mais alors vraiment, on en a tellement rien à faire. Ça sert vraiment à rien. Le jeu, c'est un jeu abstrait, faudrait l'accepter comme ça. C'est un jeu abstrait, il méritait ni cette illustration, ni tout ce lore pseudo mystique, fantastique, qui sert pas à grand chose. Et par contre, si on arrive à passer au-delà de ça, j'ai trouvé ça vraiment malin. Oui, et j'ai trouvé ça très agréable que ce soit très très simple à comprendre. Vraiment, la règle, elle tient en une phrase. Mais par contre, c'est vraiment agréable d'avoir la réflexion de partie.
et c'est pas fini au bout d'une partie. Tu as vraiment l'impression que tu vas t'améliorer, que tu aurais pu plus gêner l'autre, que tu aurais pu plus anticiper la toute fin de partie, parce qu'à la toute fin de partie, il faudrait presque chaque tuile qu'on récupère nous fasse scorer immédiatement, donc il faudrait l'avoir préparée à l'avance. Ça, c'est une réflexion qui est hyper agréable. Ouais, c'est intéressant mécaniquement, il y a vraiment un truc intéressant. Le problème, c'est que ce lore est tellement nul. Enfin, on a vraiment l'univers très est vraiment... envie de repasser un coup de papier, de scrapbooking par-dessus tout ça pour uniformiser et rendre ça abstrait. Et puis, il y a 2 jeux dans cette catégorie-là chez Rosenberg, Nova Luna, on l'a dit, et Applejack, qui sont des jeux... ça mélange un peu les sensations des 2 jeux. Et c'est pas mieux. Donc là-dessus aussi, quand on va avoir envie de sortir un jeu dans cette mécanique-là, instinctivement, tu sais, je me projette un peu dans 2 mois. Quand je vais avoir des copains et que je vais leur dire, allez, on fait un petit jeu, un petit puzzle game ensemble, je suis pas sûr que ça soit Portal ce que je sorte. Ça sera sans doute Applejack, éventuellement Nova Luna, qui avait été sélectionné au Spiel des Jahres, également, qui est très efficace. On en parle encore de celui-là. Donc voilà, c'est plutôt nouvelle variation autour de mécaniques connues, sur lesquelles réfléchit beaucoup Rosenberg. Ça reste vraiment intéressant. Le problème, c'est que... une édition ratée. C'est voilà. Vraiment, là pour le coup... dites pas qu'on critique jamais les jeux. Hein. Là, je suis presque gêné des fois en me disant pourvu que l'auteur passe pas, parce que c'est pas sympa pour eux, mais en même temps, il faut le dire. L'auteur, sa mécanique, elle est bonne. Ouais. Oui. Je suis pas sûre qu'on ait tellement critiqué l'auteur au final. Hein. Non, mais surtout on vous dit ce qu'on ressent, c'est des jeux qu'on a achetés encore une fois. Non, mais je veux dire, il y a bien de la critique, mais elle s'adressait pas à l'auteur. Ouais. Ces jeux-là, moi je les achète parce que par envie, hein, tout simplement, j'ai envie d'y jouer, donc je les achète directement. On a d'autres jeux que tu voulais nous montrer. Je voulais vous montrer des choses qui sont un peu à la marge, qui pourraient permettre des choses ludiques sans être réellement des jeux. Alors... Quel suspense. BlackRock distribue depuis pas très longtemps les box Dr Siro. Ouais. Et ça, je trouvais que c'était intéressant de vous en parler, au moins pour que vous sachiez que ça existe. Dr Siro, je ne sais pas si vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous en avez déjà entendu parler ou si vous savez ce que c'est. En fait, c'est quelque chose qui existait hors BlackRock et qui a été intégré à l'univers BlackRock récemment et qui est distribué maintenant dans les magasins de jeux. Et c'est une box qui propose de l'aide aux parents qui rencontrent des difficultés avec les enfants pour des moments qui peuvent être un peu difficiles dans l'enfance, qui sont aller se coucher en ne faisant pas traîner l'heure du coucher, en ne faisant pas de caprices, ça, ce genre de choses. Disponible. Dr Siro t'aide à faire dodo, je vous montre ça après parce que c'est assez malin. Et Dr Siro t'aide à prendre tes médicaments. Les 2 boîtes, elles fournissent le truc complet qui a été réfléchi, fait avec des spécialistes et puis réfléchi de manière ludique. Elles sont un petit peu différentes dans la mesure où Dr Siro t'aide à prendre tes médicaments. Elle est accompagnée d'une appli qui permet aux enfants de rencontrer Dr Siro par l'intermédiaire de cette appli, et le Dr Siro va s'adresser à eux en utilisant leur prénom et en utilisant différentes petites choses que vous aurez renseignées avant. Et Dr Siro t'aide à faire dodo. Je voulais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, ça a été vraiment pensé pour les parents. Alors Jessie est intéressée pour... mais pour elle. Ouais. En fait, ça reprend les rituels du sommeil et les rituels du coucher, ça les fait valider par les enfants eux-mêmes, si bien que l'idée, c'est qu'ils deviennent acteurs de manière ludique de leur coucher, jusqu'à ce qu'ils y arrivent et qu'ils récupèrent un diplôme de l'enfant qui a réussi ça. Donc il y a un guide pour les parents, il y a des petites choses un peu rigolotes comme un spray anti-cauchemar, une poudre invisible de super dodo, un diplôme que vous allez avoir à la fin. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est ça. C'est ce qu'on peut accrocher dans la chambre de l'enfant, qui sont toutes les missions que l'enfant va devoir faire avant d'aller faire dodo. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, et du coup, il y a des rabats. Et l'enfant, il va mettre ça dans sa chambre. Et à chaque fois qu'il aura fait un truc, il va valider. Par exemple, il a fait pipi. Ok, ben ça, c'est fait. Il a mis son pyjama. C'est fait. Ah, il s'est brossé les dents. Mais moi, je veux la même chose. Il a lu l'histoire et l'histoire, elle est dedans. Parce qu'il y a plein de choses. Hein. La même chose pour adultes. Hein. Vous voyez, il y a la petite peluche, il y a le spray, il y a la poudre. Et il y a aussi des stickers à coller quand on valide. Et il y a le livre « Un soir, une histoire » avec des petites histoires un peu rapides, mais qui sont à chaque fois closes. Dr Siro chez les pharaons, à la plongée, à l'équitation, au ski, au cirque, etc. Et c'est une page, une histoire. Donc ça
ça satisfait C'est l'envie très chouette, d'histoire, hein. mais Le matos, c'est super chouette. On a bien fait de le montrer, ouais. Moi, ça m'avait vraiment enthousiasmé quand j'avais vu ça aux journées presse Blackrock. Donc, on a lu l'histoire, on a fait le bisou et le câlin, et ça, c'est vous qui estimez la durée du petit câlin. Vous avez mis le spray anti-cauchemar. Je peux l'avoir pour adulte parce que bisou et câlin, j'aime bien aussi avant de dormir. Et vous avez mis la poudre invisible, et hop, vous êtes prêts à aller vous coucher, les enfants. De la poudre invisible. Il y a le sac avec la poudre invisible. Ouais. Il est là. Regardez, on vous montre quand même. C'est super chouette. Tu vois, c'est à ça aussi que servent ces matinales que l'on fait, c'est qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur chaque jeu de la même façon. Ça m'avait enthousiasmé parce que c'est vraiment une réflexion qui met l'enfant au cœur du problème. Parce que réellement, il ne faut pas se le cacher, le coucher, c'est un problème pour plein d'enfants et plein de parents. Ça crée des situations un peu pénibles. Et là, l'enfant, il va essayer plusieurs jours de suite de réussir ce rituel. S'il y arrive, il met une petite gommette. Et s'il y a réussi plein de jours de suite, il va avoir son petit diplôme. Mais il peut aussi récupérer des golden cards. Enfin, il y a plein de choses. Regarde, cette golden card. Oh là là. On nous demande la qualité littéraire des histoires. Est-ce que tu les as lues, Aline? Je les avais lues il y a un petit moment cet été, mais je me rappelle plus. Je les ai. Pour regarder. Mais après, vous savez, la qualité littéraire de l'histoire, vous pouvez la paraphraser. C'est-à-dire, moi, à l'école, des fois, je prenais un livre qui était un petit peu compliqué. Oui, bien sûr. Enfin, pour les enfants. La question est pertinente. Tu peux te superposer au texte, quoi. Alors, je vous lis un début d'histoire. Docteur Sirop dans le Grand Hôtel. Docteur Sirop était dans le Grand Hôtel. Sur la vitre, il voyait écrire en lettres de sang Red Rum, Red Rum. Martin. Waouh, ça a l'air quand tu faisais du tricycle dans les couloirs. Oui. Pouh. Il y a bien longtemps, en Égypte, dans un village très lointain, aux confins du désert, un puissant pharaon tomba gravement malade. Tous les guérisseurs du royaume tentèrent de le soigner, en vain. Le pharaon semblait pris d'un mal incurable. Tous avaient perdu espoir. Ah, ça a bien marché. Ah, bah oui, il faut que l'histoire soit un peu pénible à lire. On peut aussi lire le programme du parti. Elle est pas gnangnan en termes de vocabulaire. Ah, je vais regarder, parce que moi j'ai très mal dormi cette nuit. Pipi, est-ce que j'avais fait pipi? Oui, complètement. Pyjama, j'ai pas de pyjama. Est-ce que vous mettez un pyjama? Moi j'en mets pas. C'est fou. Non mais c'est vrai. Brossage des dents et lavage des mains. Et je me suis bien lavé les mains et je me suis bien brossé les dents, pas de problème. Histoire. J'ai pas lu hier, c'est peut-être ça, hein, avant de se coucher. Moi, je fais toujours cette étape. Bisous et câlins, bof, quoi. C'est pas... Spray anti-cauchemar. On va pas tout dire. Le spray anti-cauchemar, moi j'ai pas très bien dormi. Je pense que j'ai eu aucun souvenir de mes rêves de cette nuit, mais assez c'était mouvementé. Pas que j'arrive à t'endormir toi. Hein. T'as pas bien dormi non plus, hein? Non. Et poudre invisible de Super Dodo, c'est ça qui manquait. On a la poudre invisible de Super Dodo qui est juste là. Et ce soir... Je l'utilise. Ah, ça marche à chaque fois. C'est incroyable. Hein. Quelle actrice. Hein. Ouais. Non, c'est chouette. Et puis les matinales, ça sert à ça aussi, de pouvoir s'attarder sur des jeux. Je vais ouvrir rapidement la boîte des médicaments. Je peux pas te permettre. C'est d'autres jeux dont on parlera pas. Voilà. Hop. Parce que c'est un petit peu différent. Ça met toujours les enfants au centre de l'objectif qui est l'objectif réussir à se coucher sans faire d'histoire, réussir à prendre ses médicaments, son traitement jusqu'au bout, même si c'est pas bon, en apprenant des choses sur son corps, en apprenant des choses sur le rôle des médicaments. Donc là, vous avez aussi une box avec plein de choses. Il y a des boîtes qu'on va pouvoir utiliser pour customiser les réelles boîtes de médicaments avec un petit thème un peu narratif où ça s'appelle les super gouttes qui guérissent, le sirop super pouvoir de puissance atomique, enfin voilà. Il y a des cartes un petit peu à la manière des fiches à collectionner. Ouais. Voilà, vous avez chaque jour une petite fiche qui va pouvoir rentrer à l'intérieur et les enfants ils vont coller matin, midi et soir la gommette pour montrer qu'ils ont pris leurs médicaments. Ils vont aussi pouvoir, regarder les gommettes, elles sont super chouettes. Ouais. Ils vont aussi avoir l'appli qui va leur permettre d'avoir des informations sur l'utilité de prendre des médicaments, sur les différentes sortes de médicaments. Par le sommeil, la drogue, oui. Les gens s'amusent sur le chat. Et voilà, il y a des golden cards, etc. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Je trouve que c'est intéressant de se dire que ça existe. Vous connaissez peut-être des enfants qui ont ce genre de petits soucis pour le sommeil et ça peut être une bonne idée. Bugs qui nous dit Martin, tes parents sont pas loin pour le câlin et le bisou du soir. Alors, une petite anecdote, j'y ai pensé dernièrement. Ma fille a 16 ans et elle vient plus me faire le câlin du matin.
C'est le truc qu'elle faisait quand elle avait Ouais, elle 8 ans. faisait le C'était câlin trop du chouette. matin. Et c'est Ouais. normal, hein, évidemment. À 16 ans, elle va plus venir. C'est assez logique. Mais tous les matins, elle venait dans le lit, elle se blottissait. C'était chouette. C'est un petit souvenir émouvant de l'enfance qu'on a. Et les choses s'en vont, changent avec le temps, évidemment. Ah là là. C'est la vie. Alors évidemment, on a tout à fait conscience qu'il ne s'agit pas d'un jeu de Oui, c'est ce société. que je vous disais C'est au pas du jeu départ, de hein. société. Mais c'est curieux dans notre univers, c'est que dans la liste des sorties, on a aussi, puisque c'est distribué par BlackRock, donc nous on suit les distributeurs, on suit ce qu'ils font. Là on les évoque, on ne se tente pas dessus, mais de temps en temps, et on ne va pas se priver, quand on trouve le matos est amusant, quand on trouve qu'il y a un usage, parce qu'on a tous des personnes que cela va concerner aussi, ce type d'outil, je ne sais pas comment l'appeler en fait, En ce fait, type je sais de pas boîte. trop si c'est pas du jeu évidemment, Mais mais évidemment. le concept, il est ludique pour Ouais. les enfants et je me dis que ça peut être intéressant de savoir que ça existe. Nous, On est dans le ludique, ouais. nous, on avait eu un petit souci avec le sommeil et Martin, il avait inventé un nouveau sirop qui s'appelait le Ta gueule est d'or. Oui, ça c'est... Et c'était très rigolo aussi. À la maison, on avait cette petite blague et c'était voilà, notre solution à nous, mais on aurait bien aimé à un moment que ça existe, ça. Voilà, et puis moi je ne m'étais pas attardé spécialement dessus, c'est toi qui les as regardés davantage, Aline, bien naturellement. On est dans notre univers de loisirs, donc c'est pas ça que je vais vous vendre et je ferai pas une émission sur ces contenus-là, mais par contre, dans les matinales, c'est parfait. C'est parfait de pouvoir, comme on avait montré les petites voitures de Geco, des choses qui sont un peu en marge, mais qui sont chouettes, qui sont développées avec intelligence. Donc on est content de pouvoir montrer ce genre de choses aussi et d'avoir l'émission qui nous permet de le faire. Vous n'y attendiez pas à ça, et vous avez eu le droit à du Dr Siro aujourd'hui. C'est dans la liste des sorties de la semaine. Voilà, est-ce qu'on s'attarde sur d'autres choses? Pas forcément, Bah, faut pas qu'on avance. forcément, si tu veux parler de On a bande Umbrella dessinée. quand même, hein, on y a joué aussi à Umbrella. On reviendra peut-être dessus un peu plus tard, mais là la boîte elle n'est pas ouverte parce qu'on l'a reçue hier, elle est arrivée par la poste. Et qu'on y a déjà joué en Oui. fait. On y a déjà joué, mais c'est un jeu qui est signé par Flavien Dauphin et Benoît Turpin, comme on y a déjà joué et qu'on n'aura pas d'autres matinales pour parler des jeux auxquels on a joué. J'insiste sur le fait que c'est un jeu assez simple, vous voyez au matériel qui est derrière. Vous allez essayer de remplir des tuiles objectifs. C'est un peu une tendance du moment aussi. On a pas mal de jeux dans lesquels on a des tuiles objectifs à remplir avec des mécaniques qui sont différentes. On a Festival, qui est très simple dans cette catégorie-là. Et ici, c'est un tout petit peu plus complexe, mais encore pas tant que ça. C'est ces petits parapluies. On va les faire glisser dans nos différentes colonnes à la manière d'un jeu sur smartphone. Et il va y avoir des petits plateaux entre les joueurs dans lesquels ils peuvent se servir. C'est plutôt malin. Moi, j'ai bien aimé parce que je suis client de ce genre de jeu. C'est le type de jeu que j'aime bien. Moi, j'ai bien aimé, alors que je ne suis pas cliente de ce type de jeu. Et pour le dire très simplement, ce qu'on vous a dit sur l'illustration qu'on trouve pas folle de Portals, là, c'est l'inverse. Enfin, je trouve ce jeu, il est splendide en fait. Vraiment, tout est magnifique dans le jeu. À la fois la couverture, l'intérieur, le matériel. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le nombre de jeux de Vincent Dutré, oui, parce que... Alors, c'est pas le seul. Hein. Il y en a plein, hein, et c'est son métier. Sachez que pour être dessinateur dans le monde du jeu, il y a intérêt à sortir beaucoup de boîtes, sinon c'est absolument impossible d'en vivre. Si vous sortez 1 ou 2 boîtes dans l'année, vous allez vivre 1 ou 2 mois. Je pense qu'un illustrateur de jeu, il faut qu'il essaye de ne pas passer plus de 2 mois sur un jeu, sinon ça n'a pas de... impossible d'être rentable. Son salaire, ouais. Mais il faut l'avoir à l'esprit parce qu'on ne se rend pas compte, on s'imagine qu'un illustrateur peut-être en fait trop, puisqu'on dit le nombre de jeux de Vincent Dutré, je sais que c'était pas un jugement, hein, Godshield, mais moi j'entends souvent sur les salons, encore du Vincent Dutré, encore du Michael Menzel pour son équivalent en Allemagne. Vraiment, plus de 2 mois sur un jeu, il n'y a pas de rentabilité possible, quasiment, sauf énorme succès et droit d'auteur, mais c'est pas toujours la norme. Donc il faut qu'un auteur comme Vincent Dutré réussisse à en sortir 5 ou 6 dans l'année. Et puis il y a des illustrateurs qui ont du travail à l'extérieur du monde du jeu, c'est-à-dire ils font des albums jeunesse, ils font des magazines, ils font ce genre de choses. Quand c'est pas le cas, et ben forcément il faut avoir trouvé beaucoup de contrats pour l'année. On nous demande si Mélodie a fait un bon Essonne, j'en sais rien, je ne l'ai pas recroisé à la fin d'Essonne, mais on lui demandera, elle est souvent en matinale, vous lui poserez la question. Donc voilà pour ce jeu-ci aussi, moi je vous conseille plutôt, Umbrella, j'ai bien aimé, j'ai envie d'y rejouer, tu vois, on a reçu la boîte, je pense qu'on va la dépuncher et trouver un petit moment pour y jouer. Godshield nous dit qu'il est illustrateur aussi et il est envieux, c'est tout neuf, je savais bien que c'était pas un jugement, mais c'est l'occasion de le dire parce que les gens ne se rendent pas compte en fait de la part
qui revient à l'illustrateur sur l'édition d'un jeu, ce n'est évidemment pas la part principale, et c'est bien normal. C'est les parts sur un jeu de société, je pense que c'est d'abord la boutique, et c'est normal. C'est ensuite le distributeur, l'éditeur, je ne sais pas trop dans quelle part, mais en tout cas l'auteur passe avant l'illustrateur, et c'est des toutes petites parts, c'est ce qui reste à la fin. On arrive sur la fin, on va terminer avec une bande dessinée, on en avait parlé le coup dernier, mais on ne s'était pas attardé dessus. En fait, on a vécu un mois de septembre assez riche, avec beaucoup de sujets qu'on a évoqués. On n'avait pas parlé de bande dessinée encore, et c'est un manque. Pour terminer cette émission, on vous en parle enfin de cette bande dessinée qu'on avait évoquée il y a un mois, c'est les guerres de Lucas. On avait juste dit on vous en parlera, puis on ne l'avait pas fait. Sur Essen, j'ai pris plaisir avant de partir de s'arrêter dans une librairie, j'en ai acheté plusieurs. Donc j'ai plusieurs bandes dessinées. Parce que le soir, en rentrant à l'hôtel, j'étais bien content aussi d'avoir un bouquin à lire pour se changer les idées. J'aime bien ce moment-là. Le docteur Siro serait fier de moi. Ouais. Hop, Jack, merci de me l'avoir dit. Donc, Les guerres de Lucas, un livre qui est signé par Renaud Roche et Laurent Hopman. C'est publié par Deman Édition. Je ne sais pas comment on dit, Deman ou Deman. Je ne sais pas trop. Et c'est une bande dessinée qui est consacrée à George Lucas, le réalisateur évidemment de Star Wars notamment, mais c'est aussi lui qui a eu l'idée de Indiana Jones par exemple, et d'autres films comme American Graffiti. Mais là, on est concentré sur la création de Star Wars à travers une bande dessinée biographique. Oui, biographique et qui raconte exactement ce que son titre nous indique, à quel point ça n'a pas été simple de faire la production et la réalisation de ce film. Un petit peu comme, et là je me sens bête parce que j'ai perdu le nom de cette série, on a sur les chaînes additionnelles une série qui parle de la production du film Le Parrain 1 et qui était absolument incroyable, qui est un peu dans la même veine que cette BD, qui raconte comme ça à quel point il y a toute une aventure aussi sur la production. Et j'ai perdu le nom de cette série qui est excellente. Voilà, c'est sur... Ça doit être sur Paramount+. Sur Paramount+, c'est ça, puisque c'est eux qui ont réalisé Le Parrain, enfin qui ont distribué et produit Le Parrain, donc ce sont des producteurs. Donc c'est The Offer, la série, et celle-ci vous explique comment l'aventure, elle est très bien, hein, cette série-là, parce que vraiment vous avez un suivi, et ça vous donne envie de revoir le film aussi, mais vous avez un suivi de l'histoire et de ses liens avec la mafia. Ce ne sera pas le cas des guerres de Lucas, mais on se rend compte que la réalisation du film, la guerre des étoiles, n'a pas été si évidente que ça, dans la mesure où pas grand monde y croyait. Et lui, c'était une obsession. On le voit dès le début, et c'est assez frappant. Donc ça, on a pour l'histoire de la bande dessinée, cette obsession de réaliser la guerre des étoiles depuis à toutes les étapes de sa vie. En fait, ça a été quelque chose d'assez important, un développement auquel il a cru, pour lequel il s'est investi. Il y a eu pas mal d'étapes à franchir. Donc d'un point de vue historique, c'est déjà passionnant pour ceux qui sont intéressés par ce film en particulier. Ce qui n'est pas forcément mon cas d'ailleurs. Mais si vous aimez le cinéma en général et pas spécialement Star Wars, c'est aussi un film qui vous raconte ce que c'est que produire, qui vous raconte aussi les rencontres qu'a pu faire George Lucas avec d'autres réalisateurs, les influences que d'autres réalisateurs vont avoir sur le film, et cette espèce de chassé-croisé qu'on voit dans sa vie avec d'autres acteurs hollywoodiens, acteurs dans le sens... acteurs de l'industrie hollywoodienne, hein, pas acteurs qui sont des comédiens. Donc voilà, on croise évidemment de grandes personnalités, on croise bien entendu Steven Spielberg, on voit Coppola sur cette double page, pas mal de personnalités qui ont joué un rôle. Et si vous avez vu la remise de la Palme d'honneur qui a été remise à George Lucas par Coppola cette année au Festival de Cannes, la BD résonne de manière très émouvante sur cette remise qui était elle-même particulièrement émouvante sur l'histoire d'amitié, de co-création en parallèle pendant toute leur vie. Évidemment, on va croiser les comédiens et on va aussi avoir toute l'histoire du casting de ces comédiens qui ont tourné dans Star Wars, et particulièrement Carrie Fisher et Harrison Ford, qui je trouve est particulièrement bien rendu. C'est super dur de rendre la mobilité d'un personnage en BD, et là vraiment la plasticité même du visage d'Harrison Ford, je trouve elle est merveilleusement rendue en
dessin. Donc désolé, après cet étranglement soudain, toujours un chat dans la gorge en ce moment, sur cette période automnale où il y a des virus qui circulent. Là, on vous a parlé du thème, on vous a parlé de le sujet qui va amener pas mal de monde à acheter cette bande dessinée, parce que forcément c'est sur le thème que vous êtes attiré peut-être, et vous dites la guerre des étoiles, c'est quelque chose qui me parle, donc j'ai envie de découvrir tout ça, j'ai envie qu'on me raconte l'histoire. Vous en aurez pour votre compte, puisque vous allez savoir plein de choses sur cet univers-là. Je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qui m'attirait particulièrement, donc moi j'avais pas forcément envie de me lancer dedans, et j'ai mis beaucoup plus de temps. C'est pas une bande dessinée qui date d'hier, elle a déjà quelques mois ou années maintenant. Pardon, je vais y arriver. Ce thème-là ne m'attirait pas plus que ça, et surtout on avait lu une bande dessinée sur Apocalypse Now qui m'avait pas passionné, parce que d'un point de vue narratif, je l'avais trouvé un petit peu en surface, un petit peu inférieur à d'autres bandes dessinées. La bande dessinée, c'est un médium dans lequel le mouvement est présent, dans lequel on a envie de s'attacher au personnage et on a envie d'y croire. Et je trouvais que dans cette bande dessinée sur Apocalypse Now, dont j'ai oublié le titre, ça marchait pas si bien que ça. Ici, vous le voyez aux quelques pages que j'ai tournées, tu l'as dit, sur les personnages déjà, on s'y attache sans qu'ils soient à l'identique, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une stylisation des différents personnages. On arrive à savoir de qui il s'agit, on s'y attache. Tu l'as dit sur Harrison Ford, c'est lui pour nous, c'est vraiment ce. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça impressionnant. Ouais. C'est à la fois l'acteur et à la même fois il est interprété et il est vivant, c'est-à-dire que le fonctionnement des cases est très efficace. Quand on passe d'une case à une autre, on l'a vu bouger, on s'imagine ses émotions. C'est des choses qu'on ne pense pas quand on lit un livre, quand on lit une bande dessinée. On ne pense pas à tout cet univers qui se crée dans notre tête. Des fois, ça ne marche pas. Et c'est ça qui me laisse souvent en surface. Et puis, des fois, ça fonctionne. Sur cette bande dessinée-ci, ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'insiste tout particulièrement dessus. Il y a un vrai auteur de BD. Ce n'est pas juste un illustrateur. Et ce n'est pas la même chose. Illustrateur et auteur de BD, il y a aussi tout ce langage graphique, narratif que certains maîtres ont et que d'autres n'ont pas nécessairement. On a souvent des bandes dessinées qui paraissent avec des gens qui ne savent pas, qui ne maîtrisent pas le mouvement, je trouve. Là, vous aurez un mouvement qui est parfaitement maîtrisé. Steve Alchemy qui dit « Je ne connaissais pas l'ancien métier d'Harrison Ford ». Moi, je vais revenir un peu sur cette phrase parce que menuisier. Moi, je savais beaucoup de choses sur Star Wars, sur Harrison Ford et sur George Lucas. Sans être vraiment fan de Star Wars, j'étais vraiment fan d'Harrison Ford et de George Lucas, donc je savais déjà beaucoup de choses, et pourtant j'ai appris des choses. Contrairement à la bande dessinée dont tu parlais sur Apocalypse Now, si tu connaissais un petit peu l'histoire, il n'y avait pas grand-chose de nouveau que tu pouvais apprendre. Donc là, oui, pour un passionné de cinéma, ça reste vraiment intéressant. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est une bande dessinée qu'on vous conseille plutôt. Pour le thème éventuellement si vous êtes passionné par Star Wars, mais aussi pour le plaisir de la lecture. Et pour moi, ça restera toujours dans les bandes dessinées que je vous présente le critère central. Si j'ai eu du plaisir en le lisant, je ne lis pas des bandes dessinées, des livres uniquement pour les informations. Dans ce cas-là, on passe par Wikipédia. Il y a des ouvrages qui sont très intéressants d'un point de vue purement des informations, mais là, on a envie qu'on nous raconte une histoire. J'insiste, je vous montre ces pages-là parce que vous voyez le mouvement qui est vraiment présent. Et pour moi, c'est toujours un critère qui est absolument essentiel que dans une bande dessinée, on soit dans le mouvement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est il me semble, c'est est-ce que ça m'aurait autant intéressé si ça avait été un roman, si ça avait été juste un livre et pas une BD. Et en fait, je crois pas. Je crois vraiment que c'est le côté, c'est tout le plus qu'apporte la narration graphique qui en fait fait que ce livre a un coup de cœur. C'est la première bande dessinée dont on vous parle cette année. On a mis du temps avant de vous parler de bande dessinée. On va continuer à le faire de manière le plus intelligente possible parce que c'est quelque chose qu'on veut développer, mais un peu comme on l'a fait sur Dr. Siro, c'est-à-dire ouvrir sur autre chose que du jeu de société, parce que tout simplement, on n'est pas que des joueurs, on est aussi, il y a plein de choses qui nous parlent de la vie de manière générale, et ça a été le sujet de cette matinale-ci, entre observer ce qui se passe sur Altered, l'IA, dont on a reparlé un petit peu, et les bandes dessinées. Vous voyez qu'il y a plein de sujets qui sont passionnants. La fois prochaine, je vous parlerai d'une bande dessinée qui m'a plutôt bien plu. Je tease un peu, mais je veux rarement vous parler des BD que j'ai pas aimé. Il y a beaucoup moins d'intérêt. Je vous parlerai d'un triptyque, d'une trilogie, Slava, une bande dessinée qui est ici. J'ai acheté les 3 tomes d'un coup, donc là je vous tease juste un tout petit peu. Je n'avais pas lu le tome 1, j'avais pas lu le tome 2, donc je n'ai pas soutenu l'auteur sur la réalisation. C'est vrai que des fois on achète au fur et à mesure et ça permet à l'auteur de créer la suite. Moi je ne l'ai pas fait. Alors, je m'en veux pas parce qu'on ne peut pas toujours le faire. C'est un livre
c'est une série en 3 tomes, qui nous raconte l'itinéraire de plusieurs personnages dans l'URSS, en tout cas la fin de l'URSS, la Russie ensuite, vraiment dans la Russie d'ailleurs, parce qu'on est après la chute du mur de Berlin, sur cette Russie qui se reconstruit autour sur du capitalisme. l'ex-URSS, en fait, du coup, j'imagine que c'est ça l'idée. Ouais. C'est le passage entre l'URSS et la Russie. Le changement surtout de régime. Mais ça, c'est le background. On va se retrouver dans un univers qui va nous intéresser, nous dépayser un peu forcément, mais derrière ça, il y a une vraie histoire, une vraie aventure, imaginée, inventée par l'auteur Pierre-Henri Gaumont, qui est assez passionnante, mais il y a plein d'aspects sur lesquels je reviendrai dans la prochaine rubrique qu'on fera sur cette bande dessinée. Je vous l'annonce à l'avance, puisque pour certains, vous êtes passionnés aussi, vous avez peut-être envie de vous plonger dans les BD pour pouvoir en discuter avec nous dans le prochain Twitch dans lequel on abordera ce thème-là. Ça sera lequel? Ça sera pas la semaine prochaine, je pense. On a une semaine qui est assez chargée, mais peut-être la suivante. On reviendra sur cette bande dessinée de Pierre-Henri Gaumont, Slava, en 3 tomes. Je vous dis déjà que c'est un conseil en ce qui me concerne. J'adore les univers, le nom du personnage, c'est le personnage Slava. Mais j'aime bien les univers slaves de manière générale, et son nom n'a pas été choisi au hasard. Et ça a été l'inspiration centrale de l'auteur, qui est quelqu'un de brillant, vraiment. Moi, j'ai été très très impressionné par son talent graphique, et son talent narratif, et son talent d'histoire, mais surtout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'envie de montrer un univers à part que l'on ne connaît pas nécessairement et de nous plonger dedans. C'est incroyablement réussi. On en reparle la fois prochaine. Et c'est la fin de cette matinale, Aline. Mais oui, ça va, je me donner le temps de lire Slava. Voilà, t'as 2 semaines pour le lire si ça te passionne. Mais moi, j'aime beaucoup tout ce qui est autour de l'univers russe. La culture russe m'intéresse énormément. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je ne sais pas si tu étais moins centré que moi là-dessus, je pense. Oui, même si j'ai vraiment beaucoup lu de littérature russe, et pour mes études, et par plaisir. Ouais. Mais pas autant que j'aurais pu aimer, par exemple, la littérature anglaise. Il y a une certaine fascination de mon côté pour l'esprit slave de manière générale. Et on retrouve ça très très bien dans cet album-là. C'est la fin de cette matinale. On vous remercie de nous avoir suivis nécessairement. On a abordé plein de thèmes. C'est des matinales qui me passionnent, moi. Tous ces sujets-là assez divers et variés que l'on survole, que vous n'êtes pas obligé de suivre. Des vidéos qui vont disparaître aussi, parce que après, passer la date, il n'y a pas forcément d'intérêt à les regarder. Mais on a construit des choses ensemble. On a discuté de tout ça. Ça me plaît particulièrement. On va repasser sur le montage. Cet après-midi, on reçoit Charlec et Christian Rubiela. Pour le jeu Crack 29. Crack 29, ils seront demain en matinale, on parlera de leur jeu, de leur actualité. Donc on vous donne rendez-vous demain matin, même heure, un petit peu plus tôt, demain on sera à l'heure. Même heure, même lieu. Bonne journée à tous et à demain. Ciao.